Conakry, 13 janvier 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est à Bamako. Il doit prendre part au sommet Afrique-France qui s'ouvre demain et une trentaine de chefs d'État sera au rendez-vous. La Guinée, à 3 mois de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, les organisateurs sont à pied d'œuvre pour donner à cette rencontre mondiale un éclat tout particulier. La Guinée, dans les préparatifs de la Cannes 2023, les membres du comité d'organisation ont échangé avec le ministre des Sports pour définir un plan d'action pour la réussite du projet. Encore une fois, bonsoir. Le 27e sommet Afrique-France s'ouvre demain à Bamako, au Mali. Une trentaine de chefs d'État est attendue à ce rendez-vous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce matin dans la capitale malienne. Salassi Keïta nous rapporte les images du cérémonial d'arrivée du chef de l'État à Bamako. Le partenariat, la paix et l'émergence. Ce sont des thèmes qui vont être débattus au cours de ce 27e sommet Afrique-France qui se tient ici, à Bamako, la capitale malienne. Le président de la République est arrivé ce matin à l'aéroport international Modibo Keïta, Sénou. Professeur Alpha Condé prendra donc part à ses assises de Bamako ce samedi 14 janvier 2017 aux côtés de ses homologues africains et français, ainsi que plusieurs personnalités évoluant dans des organisations internationales et de la société civile. Ce 27e sommet Afrique-France sera précédé par 3 forums axés sur les thèmes genre et développement, jeunesse et économie. La conclusion de ces 3 forums alimenteront également les discussions des chefs d'État et de gouvernement. Peu avant donc son départ pour le sommet Afrique-France à Bamako, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a successivement reçu en audience à Conakry le responsable du label Capitale mondiale du livre et le gouverneur 9100 du Rotary International. Au cours de ces échanges, le chef de l'État a réitéré son engagement à soutenir toutes les actions allant dans le sens de l'intérêt de la Guinée. Ibrahima Keïta. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a d'abord reçu en audience une délégation de l'UNESCO conduite par le responsable du label Capitale mondiale du livre au sein de cette institution. Cette audience a permis de faire le point sur l'organisation à Conakry de cet événement mondial, un événement prévu le 23 avril prochain. Le chef de l'État et la délégation de l'UNESCO ont donc échangé sur ce qui est fait et ce qui reste à faire afin de faire de cet événement mondial à Conakry un succès. On avait discuté la candidature de Conakry au temps de capitale mondiale des livres et où on est dans le processus de la mise en place du titre qui va commencer le 23 avril. Donc on a discuté avec lui les préparations et il nous assurait qu'il va faire son maximum et en direct il a téléphoné les différents ministres pour savoir où on était. Donc le rendez-vous avec lui c'était très réussi parce que c'est un homme d'action et il a fait le nécessaire tout de suite pour essayer d'avancer le projet. Dans cette démarche et selon le commissaire général Conakry, capitale mondiale du livre, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est encore engagé pour la réussite de l'événement. Tout de suite, il a appelé le gouverneur de la ville de Conakry, les ministres en charge du système éducatif, le ministre de la Culture, pour que rapidement nous puissions nous rencontrer pour prendre les dispositions nécessaires pour cette activité. Je pense qu'il souhaite que cette fête soit populaire. Lui-même, il s'engage et on attendait que sa mobilisation, sa détermination pour faire de ce projet une réalité. Juste après, le chef de l'État a reçu le gouverneur 9100 du Rotary International en compagnie des Rotariens guinéens. Cette visite du gouverneur 9100 s'inscrit dans le cadre de sa tournée annuelle dans 10 pays, soit 80 clubs de son ressort. Avec le président de la République, il a été question de l'intervention du Rotary en Guinée. Le chef de l'État a rassuré son interlocuteur du soutien de la Guinée. Le gouverneur 9100, lui, s'est dit satisfait de l'audience accordée par le chef de l'État. Nous nous investissons
dans la paix, la prévention et la résolution des conflits. Nous nous investissons dans tout ce qui est protection de la mère et de l'enfant, dans ce qui est la protection contre les maladies, l'éradication de la poliomyélite depuis 25 ans. Et ça, je pense que nombreuses sont les populations qui le savent aujourd'hui. L'éradication de la poliomyélite est à ça. Nous sommes parvenus en 25 ans à éradiquer la poliomyélite, à l'exception de 2 pays, que sont le Pakistan et l'Afghanistan. Le dernier pays à être éradiqué, c'était il y a 18 mois au niveau du Nigeria. Malheureusement, 2 cas sont réapparus au niveau de l'État de Borno. Et les Rotariens du monde, y inclus ceux de la Guinée, se sont réinvestis. Des dizaines de millions de dollars vont être réinvestis afin de vacciner toutes les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans pour arrêter ce fléau, parce que véritablement fléau, quand on sait, côté avilissant, ce que c'est. Conakry, capitale mondiale du livre, on en parle. Le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen vient d'initier une journée de mobilisation autour d'une expression des ouvrages. Au Petit Musée, les biographies de 500 auteurs guinéens sont exposées. La Guinée à 100 jours du plus grand événement culturel qui va mobiliser les hommes de culture venus de par le monde. Yamokaba, reportage. 18 mois après la désignation de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, le projet passionne de plus en plus en Guinée. Au Petit Musée, les portraits de 500 auteurs sont présentés pour faciliter l'appropriation de la littérature guinéenne par la nouvelle génération. Acteurs locaux et amis du livre sont mobilisés autour de cette exposition. Nous nous sommes dit qu'il y avait peu d'activités, peu d'actions ici en faveur des écrivains guinéens. Pourtant, les Guinéens existent, les écrivains guinéens sont nombreux. Donc, puisque nous sommes le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen, et ce que nous faisons le plus, c'est faire les lectures. Pour amour des mots, par amour pour les mots et tout ça, donc nous lisons. En fait, ça fait partie donc des différents objectifs que nous nous fixons. Et puisqu'à chaque fois nous lisons, ça nous amène à la découverte de ces auteurs lus. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même faire en sorte que ces auteurs soient connus. Ce projet, il n'est pas à moi, il n'est pas à Sansi Kaba, il est à tous les Guinéens et il est à l'État guinéen. Donc c'est à nous aujourd'hui de faire nos preuves. L'UNESCO nous a donné cette nomination capitale mondiale du livre. Maintenant, je pense que c'est une opportunité de briller sur le monde, au niveau du monde entier. Venus des 4 coins du monde, nombreux sont les curieux qui promettent de mettre la main à la poche pour le plus grand succès de ce rendez-vous littéraire. C'est un événement phare pour l'Afrique, c'est un événement pour la Guinée qui doit relancer les secteurs de la culture, c'est-à-dire la littérature, l'édition et tous les autres aspects qui tournent autour de la question culturelle. Plusieurs actions sont annoncées. Parmi elles figure en bonne place la construction de 2 grandes bibliothèques et de 6 salons du livre en langue africaine et religieuse. Conakry, capitale mondiale du livre, un événement phare pour l'Afrique, l'autre temps fort de cette édition. Le Premier ministre en chef du gouvernement a donné jeudi un point de presse. Mamadi Joula a décliné devant les journalistes les grandes orientations du gouvernement, notamment en matière d'assainissement des finances publiques, des réformes administratives et des efforts de consolidation de l'unité nationale. Selon lui, les résultats obtenus sont rassurants. Voici le compte-rendu signé de Hadi Kamara. Presse axée sur les stratégies envisagées par le gouvernement en vue de réaliser les grands chantiers ouverts par le président de la République, professeur Alpha Condé. Sur ce, Mamadou Yula, entouré de certains membres du gouvernement, s'est appesanti sur l'émergence d'une culture citoyenne et civique en Guinée. Il est important que tous les Guinéens comprennent que c'est aux Guinéens d'abord qu'il incombe cette tâche. C'est nous qui devons être conscient de cette nécessité, être conscient des dispositions à prendre, être conscient du fait que les défis qui se présentent à nous sont des défis que nous seuls pouvons relever. Mamadou Yula a longuement expliqué aussi les défis à relever en matière d'amélioration de la gouvernance économique tout en mettant l'accent sur le cadrage macroéconomique et les recettes budgétaires. Comme vous le savez, le gouvernement a initié cette année, plutôt l'année dernière, en 2016, la semaine de la citoyenneté,
qui visait surtout à rappeler à nos concitoyens qu'en tant que Guinéen, chacun de nous a ses droits, tous ses droits, bien entendu, s'il n'est pas sous le coup d'une quelconque condamnation, mais de manière générale, les citoyens ont des droits. Parlant du dialogue politique, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé que chaque citoyen doit œuvrer à taire les rancœurs au sein de notre société afin de garantir le développement du pays. Après la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, les défis à relever sont énormes. Le président de la République invite les Guinéens à promouvoir la culture du civisme partout. Les cours d'éducation civique doivent être enseignés du primaire au secondaire pour mieux préparer les cadres de demain, a-t-il indiqué à la faveur d'une cérémonie de présentation des vœux. Fatima Touya, le commentaire. Ordonnées le long des artères, bousculades aux différents points d'arrêt de bus, injures sur voie publique, non-respect des symboles de l'État. 2 mois après la semaine de la citoyenneté, le civisme est toujours à cultiver en Guinée. Notre pays fait face à un défi vital, celui de construire une société de responsabilité. Et cette société de responsabilité suppose qu'il y ait des citoyens responsables, qui puissent jouir pleinement de leurs droits et de leurs libertés, mais en même temps qui puissent faire face avec responsabilité à leurs devoirs. Cet enjeu, ce défi est un défi national. Tant qu'on n'arrive pas à construire une société de responsabilité, je dis bien de responsabilité des citoyens vis-à-vis d'autres citoyens, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'État, mais aussi de responsabilité de l'État vis-à-vis des citoyens, de l'État vis-à-vis de la société dans son ensemble, on aura du mal en Guinée à faire avancer durablement les choses. Je profite donc de cette nouvelle année, de cette occasion, pour lancer cet appel de responsabilité à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut qu'en Guinée, on arrête avec ce nihilisme destructeur et que chacun s'autorise de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Cela n'est pas acceptable, cela est inadmissible et cela ridiculise la société guinéenne. Il y a des droits, il y a la loi, il faut que tout un chacun se soumette à la loi et d'ailleurs il faut que l'État sorte de cette impuissance à faire régner l'autorité de la loi et du droit. Cela y va de la survie de notre pays. Alors c'est un défi pour l'ensemble des Guinéens. Pour le ministre Khalifa Gassama Diaby, la population doit adopter un comportement plus citoyen. La citoyenneté, c'est quelque chose de tout à fait simple. Vous êtes dans une société, chacun a des droits, des libertés, mais aussi des obligations vis-à-vis de la société, d'autres individus, mais aussi de la puissance publique. Si on construit, si on décide en Guinée de construire une société de désordre, de chien-lit, de pagaille, où chacun fait ce qu'il veut, dans la circulation, dans l'administration, dans les campagnes, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, à Conakry, où on veut, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, pas de loi, rien, la société guinéenne ne s'en sortira pas. Si on veut que cette société s'en sorte, il faut que chacun puisse faire ce qui est de son devoir, non seulement moral, mais aussi légal, si on veut aller de l'avant. Si on ne veut pas aller de l'avant, alors qu'on continue dans cette bagaille. Je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité une société qui s'est sortie dans le désordre et dans la pagaille. Il faut que cela cesse en Guinée. Ces vindictes populaires, ce non-respect de l'espace public et du bien public, ce non-respect de la loi, du droit, et de la part des citoyens et de la part de la puissance publique est quelque chose qui est sans avenir. Et nous aimons tous la Guinée, cela est une unanimité, alors que les Guinéens se comportent, faire en sorte que la Guinée retrouve sa dignité. Ces derniers mois, l'incivisme a atteint un point inquiétant. Le vice-ministre de l'Agriculture est à Conakry. Il échange avec les autorités du ministère de l'Agriculture sur le renforcement de la coopération en matière agricole avec la possibilité d'achat d'engrais fabriqués à l'usine de Kagbélé. D'autres sujets sont en examen également. Fodé Camara fait le point. À 45 km de Fouré-Caria, Pamelap, une localité située à la lisière de la frontière avec la Sierra Leone. Principal indicateur économique de ce point stratégique, les échanges transfrontaliers se réchauffent après 2 ans de fièvre hémorragique.
Aujourd'hui, la dynamique sous-régionale de relance post-Ebola est confortée par les activités de l'usine d'engrais de Toguna Agro-Industrie, installée sur la crête du plateau de Kabele. D'un coût global de 4 millions de dollars, cette unité industrielle est d'une capacité de 400 000 tonnes d'engrais par an. Recevoir la ministre déléguée de l'agriculture de Sierra Leone aujourd'hui est un bonheur, est une opportunité de partager nos objectifs en ce qui concerne la Sierra Leone. De l'écouter aussi, de l'écouter sur les pratiques qui se font en Sierra Leone, de comprendre comment la Sierra Leone fonctionne et de voir dans quelle mesure cette unité, qui est basée en terre guinéenne, pourra apporter un soutien à l'agriculture de Sierra Leone. Ce soutien offre deux opportunités au monde rural sierra-léonais. La proximité de l'usine d'engrais, accessible après 2 à 3 heures de route, mais aussi la volonté politique des autorités guinéennes de jeter une passerelle entre tous les acteurs du développement rural des pays de la Manoriva Union. Nous avons toujours eu l'ambition de positionner la Guinée comme un hub agricole, un hub agro-industriel. Et ça, c'est un premier pas de voir qu'une usine de production d'engrais pourrait desservir la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et pourquoi pas le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et le Mali, et inclut le Mali dans les zones frontalières. Et c'est ça l'avantage d'avoir un port. Le port de Conakry est là et nous avons des avantages comparatifs par rapport aux autres pays quant à la proximité des pays limitrophes. Nous avons des initiatives en Sierra Leone et nous voulons aussi partager avec la partie guinéenne et nous souhaitons écouter la partie guinéenne aussi et prendre chez elle les bonnes pratiques qui sont faites pour le développement de l'agriculture en général. Au-delà du volet coopération agricole, comme toute unité industrielle, l'usine d'engrais de Toguna contribue à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et à l'amélioration substantielle de la courbe très déficitaire de l'utilisation des fertilisants par les paysans guinéens. Une courbe qui est aussi entre 20 000 à 30 000 tonnes par an. Suite aux effets de pollution constatés par les populations riveraines de l'usine Diamond Ciment, le ministre de l'Environnement s'est rendu dans la zone accompagné d'une équipe technique. Haïtia Christine Sagno a invité les responsables de cette usine au respect des normes environnementales. Suivez le reportage de ça à Marathon. Située à Sanoya, l'usine Diamond Ciment est l'une des plus grandes unités industrielles de production de ciment en Guinée. Depuis quelques jours, les populations de cette zone manifestent leur ras-le-bol contre la pollution de leur environnement qui serait due aux activités de cette usine. Soucieuse du danger, la ministre de l'Environnement est venue écouter les préoccupations de ses citoyens. À Sanoya, la nature est polluée jusque dans les chambres. Même nos petits animaux domestiques ne sont pas épargnés. Nos plantes sont exposées, autant que les toits des maisons, sans compter la quantité de clinker et de fumée d'anacarde toxique qu'on inhale matin, midi et soir. Un tour dans les installations de cette usine a permis à Adja Christine Sagno de s'enquérir de la réalité. Nous avons constaté réellement que la pollution elle est irréversible. La pollution elle est une réalité. Mais en principe, ce n'est pas l'usine en tant qu'usine. Mais c'est la matière première, c'est-à-dire que le clinker qui est déposé à l'air libre. Nous avons donné un moratoire de 2 mois pour donner le temps à la société de construire immédiatement le hangar pour protéger la matière, le clinker qui est déposé à l'air libre et qui fait vraiment la pollution. Conscients du problème, les responsables de Diamond Ciment promettent de nouvelles mesures pour corriger ces défaillances. Et le constat est que nous sommes au temps de la poussière et les populations riveraines se sont plaintes. Mais avant l'arrivée de Madame la ministre, nous étions en contact avec les différents quartiers riverains de l'usine. Des dispositions avaient été prises avant et qui sont encore en cours. Donc la société est en train de mettre tout en place à un plan d'action qui est déjà là pour empêcher la pollution. À l'image de cette usine, Adja Christine Sagno rappelle toutes les autres unités industrielles de la zone au respect du certificat de conformité environnementale.
Réglementation des produits issus de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle dans la région africaine, c'est le thème de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle qui a été célébrée ce vendredi en Guinée. L'événement a été marqué par des rencontres portant sur la valorisation de la pharmacopée. Reportage Maroufaba Al-Gassimouba. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population africaine ont recours quotidiennement à la médecine traditionnelle. En célébrant la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle, les États se sont lancés plusieurs défis visant la réglementation des produits issus de la pharmacopée. Le cadre se veut une opportunité pour la promotion des produits traditionnels à une large échelle. C'est un motif de soulagement pour nous, dans la mesure où l'OMS a instauré ça fait 14 ans, que chaque année, on demande au ministère des pays africains de célébrer la journée africaine. Donc cela nous réconforte et ça nous met en confiance parce qu'on se sent considéré par les autorités sanitaires du pays, du monde entier. Donc ce qu'on demande seulement au cas de la Guinée, c'est que le ministère doit pouvoir contrôler la vente des plantes médicinales par les ambulants étrangers qui sont nombreux en Guinée aujourd'hui. Notre rôle, c'est de veiller à ce que cette médecine traditionnelle gagne toujours en qualité, en sécurité et en efficacité. C'est à cela que nous consacrons les efforts de tous les jours, notamment à travers la sensibilisation, l'éducation, l'encadrement des tradipraticiens qui ne sont rien d'autre que des partenaires au système de santé officiel. Au département de la santé, cette journée s'inscrit également dans une vision de partenariat renforcé et durable entre la médecine traditionnelle et conventionnelle. L'amélioration de la santé de la population étant le point de convergence de ces deux corps. Notre souhait, ce serait que cette médecine traditionnelle soit beaucoup plus bénéfique à la population. Et ce bénéfice va se faire à travers une bonne qualification de la compétence des tradipraticiens qui vont développer des médicaments de valeur avec l'appui du système moderne de santé que nous sommes. Selon le mode de préparation, les indicateurs d'usage et de degré d'innovation, les médicaments traditionnels sont classés en 4 catégories. Des procédés que les tradipraticiens mettent en œuvre pour soigner leurs patients. Comment faire de l'orpaillage une activité au service du développement local? La question préoccupe les acteurs impliqués dans cette activité à Kankanabaya. La démarche vise à mettre en œuvre une politique d'orpaillage tournée vers l'intérêt général. C'est un projet financé par l'Agence française de développement et piloté par le projet Mamadou Alphabadi Kankan. Très répandu en Haute-Guinée, l'orpaillage est considéré comme l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Cette activité ancestrale touche environ 200 000 personnes. Pourtant, l'orpaillage est jugé responsable de nombreuses catastrophes environnementales, dont l'ensablement des fleuves, la déforestation et l'appauvrissement des terres. Nous demandons une restauration du couvert végétal, éventuellement si c'était possible de curer les anciennes rivières là, parce que je peux dire comme ça, parce que tout est rempli. Alors par nos actions, nous-mêmes nos actions. En saison sèche et en saison pluvieuse, permanemment, c'est l'orpaillage toute la journée et en toute saison. Donc ça, c'est excessivement grave pour la sécurité alimentaire, pour l'environnement. Il faut non seulement une forte sensibilisation, il faut une rigueur dans l'application, c'est-à-dire il faut dans l'application des textes, donc interdire l'orpaillage en période de culture et définir les zones d'orpaillage, les zones d'agriculture, les zones d'élevage. Ici à Kankan, acteurs miniers, élus locaux et partenaires au développement se mobilisent pour réglementer le secteur et faire de l'activité la plus lucrative de la région de la Savane un véritable levier de développement local. Les prévisions de 2016 en matière de valeur
exporté par l'orpaillage, c'est 4 000 milliards de francs guinéens. C'est pratiquement le tiers du budget national. On souhaite, et on veut le faire avec les orpailleurs, on veut le faire avec les acteurs des territoires, cette importante activité multiséculaire, économiquement importante, qu'elle puisse financer par des mécanismes traçables et efficaces le développement local, le budget local. Parce qu'en fait, le pouvoir au niveau local est représenté par la collectivité locale. Porté par le projet, le collège régional de la Haute-Guinée sur l'orpaillage se veut déterminant dans la restructuration de ce secteur pour l'émergence d'un orpaillage respectueux de l'environnement et au service du développement à la base. Dans l'actualité encore, plus de 200 nouveaux diplômés de l'université Nelson Mandela sur le marché de l'emploi. 3 promotions de la dite université ont reçu leur diplôme de fin d'études ce vendredi. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple à Conakry. Le reportage de Bernard Tanguino dans de prochaines éditions d'information. Cérémonie de remise de diplôme également à l'université Roi Mohamed d'Assis. Plus de 700 étudiants vont recevoir demain samedi leur attestation de fin de cycle. En prélude à cet événement, les encadreurs ont organisé une conférence débat sur la participation de l'Assemblée nationale dans la démocratisation et la bonne gouvernance. Saint-Martin était de la partie. 716 étudiants quittent les bancs de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. À travers un débat, ils cernent les concepts de démocratie, bonne gouvernance et pouvoir législatif. La notion de démocratie, d'état de droit et de bonne gouvernance sont 3 notions complémentaires qui concourent à l'édification d'un État stable, d'un État dont la gestion se fait de façon transparente. Toutes les questions politiques, économiques, minières et sociales sont expliquées à ces étudiants. La responsabilité des députés dans le contrôle de l'action gouvernementale, le vote et l'adoption des lois interpellent ces jeunes. L'engagement, c'est très énorme parce qu'aujourd'hui, quand je sors de cette université, ça veut dire que déjà que j'ai fini mes études, je dois m'engager à aller réellement dans le processus de démocratisation, mais aussi à œuvrer dans la bonne gouvernance. Parce que je suis jeune, je suis un leader aussi de toutes les façons. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, je dois d'abord me poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour ma nation? En recevant leur diplôme, ces étudiants sont conscients de ce que la nation attend d'eux pour son émergence. Et puis sport, les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 ont été reçus par le ministre des Sports. Il a été question d'échanger et de définir un plan d'action pour la réussite de ce projet. Kaba Fodé, reportage. Nommés il y a quelques jours par un décret présidentiel, les membres du comité de pilotage de la CAN 2023 en Guinée sont déjà à pied d'œuvre. Les contacts se multiplient à leur niveau pour identifier les besoins nécessaires pour la réalisation du projet. Ces membres du COCAN, au nombre de 6, ont été reçus en audience par le ministre des Sports, responsable du département de tutelle de COCAN. Le COCAN, ce n'est pas seulement jusqu'à l'organisation de la CAN proprement dite, mais il y a aussi des activités d'évaluation post-CAN 2023. C'est-à-dire après 2023, ils vont tirer les leçons avec les pays organisateurs qui viendront après nous et ceux-là vont capitaliser sur l'expérience guinéenne. Identifier les besoins et proposer un plan de travail pour l'accomplissement de la mission. Les débats ont tourné autour de ces thématiques pour permettre au comité de pilotage d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous avons 3 CAN avant d'aboutir à la CAN guinéenne, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous avons la CAN 2017 au Gabon, ensuite en 2019 nous avons le Cameroun, en 2021 la Côte d'Ivoire et en 2023 ça serait la Guinée. Donc on a tout le temps de profiter de l'expérience des autres, des erreurs des autres, pour les corriger, pour qu'on soit totalement prêt pour que ça soit la bouteilleuse en 2023. Depuis sa mise en place, tout semble vital et bien pour le comité de pilotage. Un siège est trouvé, des comptes bancaires sont ouverts, alimentés par les membres pour l'exécution de certains travaux d'urgence.
Et puis la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 s'ouvre demain. Ces équipes vont compétir pour remporter le trophée continental en raison de la diffusion des matchs en direct sur nos antennes. Les heures de diffusion du journal télévisé changent du 14 au 5 février conformément au programme de la CAN. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.